Bienvenue dans ce nouvel épisode de Connected Mate. Aujourd'hui, on est au cerf de Baudreville. C'est un tiers-lieu agriculturel engagé dans la transition écologique et qui a fait un choix pas si évident, utiliser l'intelligence artificielle pour continuer à avancer. Connected Mate. Est-ce une trahison des valeurs fondatrices, une adaptation lucide, une dérive technologique déguisée ? Pour en parler, j'ai autour de moi un collectif engagé, concerné et lucide, avec Clémence Marot, Alizé Jardin, qui sont deux des trois coprésidentes des serres, Nelly Révol-Buisson, qui est coordinatrice du lieu, Charles Nastorg, un assembleur de récits business, et Christian Bellala, le chef d'orchestre de la protection des données. On va commencer par un premier tour de table. Et pour une entrée en matière, je vais poser la question à Clémence. Clémence, tu es coprésidente des serres de Baudreville. Qu'est-ce que c'est qu'un tiers-lieu agriculturel et quels sont les enjeux ? Alors, un tiers-lieu agriculturel, donc lieu, ce sont les serres, et tiers, c'est la pluralité des disciplines, des porteurs de projets accueillis au sein des serres. Donc ici, c'est 20 porteurs de projets, et donc à la base agricole, puisque des serres ont pour fonction à la base d'être agricoles, donc régies par la SAFER, pour ceux qui connaissent. Donc il fallait qu'il y ait impérativement ce côté agricole. Et aussi, forcément, le culturel, c'est pas ce qui est naturel avec le côté agricole, mais c'est ce qui est venu complémenter le côté agricole et ce qui fait la différence, la particularité de ce tiers-lieu. Et donc, du coup, ce qui fait la richesse des activités et des échanges ici au sein des serres et des différences de porteurs de projets. Beaucoup de Clémence pour nous avoir campé le décor. Je me tourne vers Nelly. Toi, tu es aux manettes au quotidien des serres de Baudreville. Est-ce que tu peux nous présenter les spécificités de ces serres ? Et oui, alors il faut imaginer 6000 m² de serres, d'anciennes serres horticoles, comme l'a précisé Clémence, anciennes serres, qui ont été réhabilitées depuis maintenant 5 ans et qui hébergent une vingtaine de porteurs de projets qui sont principalement des porteurs de projets en création ou en reconversion dans le milieu agricole et culturel. On a aussi des marchés de saison, marchés de producteurs et d'artisans tous les trimestres. Et puis pour la deuxième édition, là, on a notre café associatif et culturel aussi qu'on ouvre et qu'on réouvre en tout cas cet été pour les habitants. Et il faut savoir que on est comme dans ce tiers-lieu, on a pas mal de connexions aussi avec le territoire. C'est ce qui fait aussi le point et l'avantage et l'atout de ces tiers-lieux. On est vraiment en hyper proximité et on est avec les acteurs aussi locaux. Donc on se monte aussi en collectif, en consortium et on avance sur plein de projets d'envergure. On essaye au sein des serres. On sent qu'il y a une super énergie. Bravo pour ça. Je me tourne vers Alice. Alice, toi, tu es une communicante engagée. Tu es aussi coprésidente des serres de Baudreville. Tu vis peut-être, on verra, une dissonance entre les outils et puis tes convictions. Première question, peut-être, qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir poser ce débat ? Parce que tu es à l'origine de cet épisode du podcast. Qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir poser ce débat maintenant et ici, en présentiel, au cerf de Baudreville ? Déjà, il y avait plusieurs raisons. La première, je vais dire non, c'est une raison secondaire déjà, mais comment dire, je l'aborde avant de rentrer dans le cœur du sujet. C'est que j'étais trop contente d'avoir l'opportunité de présenter les serres de Baudreville, cet endroit qui me tient vraiment à cœur, à toute l'équipe de Connected Mate, de Ex-Digital pour tous. Et ça, c'était vraiment l'occasion ultime. Par contre, oui, comme tu le disais, je ressens une très très forte dissonance cognitive parce que je navigue depuis des années entre plusieurs mondes. D'un côté, le digital, l'innovation, la geekerie, tout ce que je kiffe. Et de l'autre côté, l'écologie, la sobriété, vraiment des choses dans lesquelles vraiment je crois. Et donc, dissonance totale. Je pense pas du tout être la seule. Et je pense aussi que ce tiers-lieu, il est tout à fait représentatif parce qu'il se retrouve aussi dans cette dissonance avec d'un côté le besoin, l'envie d'être un peu un modèle, de donner, de partager des bonnes pratiques, notamment autour de l'écologie. Et de l'autre côté, la gestion d'un lieu comme ça demande beaucoup de travail. On n'a pas forcément toujours les budgets qu'on voudrait, ni le temps homme. Donc, l'utilisation de la tech et de l'IA devient un petit peu essentielle. Donc, c'est pour ça que vraiment, je pense que les serres étaient
en plus le bon endroit pour avoir ce débat et que la question, elle se pose vraiment maintenant. Et quand on n'a pas beaucoup d'argent, il faut avoir beaucoup d'idées, donc et savoir utiliser la techno. J'ai aimé ton côté tu kiffes la geekerie. C'est une définition qu'on pourra garder pour les prochaines fois. Charles, tu es avec nous aussi. Toi, en tant que communicant, tu utilises l'intelligence artificielle comme un outil. Quand tu vois ce lieu engagé, on a eu la chance de pouvoir faire le tour avec la présence de Clémence, Alice et Nelly. Donc, on a vraiment pu visiter ce tiers-lieu et je vous donne vraiment rendez-vous et vous incite à venir le visiter pour de vrai parce que ça se vit et ça, vous verrez, il y a plein de personnes et plein d'hommes et de femmes qui sont passionnés. Charles, quand tu vois ce lieu engagé, s'emparer de l'intelligence artificielle, tu te dis quoi ? C'est d'après toi une logique d'adaptation ou ils viennent de franchir une ligne rouge ? Alors, plus une logique d'adaptation, parce que c'est vrai que la technologie et l'agriculture, quand on oublie les stéréotypes qu'on a, c'est une histoire longue. Faut savoir qu'avant Vivatech, le salon de l'agriculture, au-delà de montrer tout le savoir-faire français en agriculture, que ce soit l'élevage ou l'agriculture classique, c'était aussi un endroit pour l'agriculture de se retrouver au niveau technologique. Faut savoir que l'agriculture est l'un des premiers à avoir utilisé, par exemple, le système Copernicus pour voir si les sols sont plus ou moins hydratés et pouvoir piloter au plus juste. Parce qu'on sait que les agriculteurs ont un budget qui est toujours très serré, donc le fait de se dire je vais pouvoir faire un épandage très précis, derrière, c'est des économies sur les besoins. Et ici, c'est pareil, dans cette serre, c'est effectivement chaque personne qui est là est une force de travail. Et l'IA devient une force de travail aussi parce qu'elle va permettre, on en parlait avec Alice sur la communication, de pouvoir se mettre à niveau plutôt que d'avoir quelqu'un à temps plein qui crée des contenus pour gagner en visibilité. Faire beaucoup de bruit aujourd'hui sur les réseaux pour exister. Et à côté de ça, il y a des usages qu'on avait commencé à voir quand on avait été chez Sub2V, sur la constitution de dossiers pour aller beaucoup plus vite. Alice en reparlera peut-être tout à l'heure, mais aujourd'hui, on sait que l'État diminue les subventions, donc il faut aller voir de plus en plus de collectivités pour essayer d'avoir des budgets à l'équilibre chaque année. Et donc ça demande de pouvoir dupliquer et répondre très rapidement. Et l'IA est une vraie aide. Connected Mate. Christian, notre chef d'orchestre de la protection des données, quand tu vois ce lieu aussi ouvert que ça t'inquiète? tu vois des enjeux ou des risques concrets côté données, côté éthique numérique? Comment tu analyses ça? Bonjour à tous et à toutes, et c'est vrai que merci de me recevoir ici. C'est vrai que c'est un lieu très grand, très ouvert. Alors c'est vrai que c'est très grand, donc au niveau de la sécurité des données, donc j'ai entendu la techno qui est utilisée, Alice, avec l'intelligence artificielle. Donc c'est que là, on va arriver dans des traitements de données, et l'IA est très friand de données. C'est un gourmand de données, et pas que. Aussi les concurrents et aussi donc beaucoup de données perso qui vont transiter. Donc il y a un grand enjeu de sécurité en fait des données. Et l'important c'est d'être transparent de la façon dont c'est utilisé. Et donc là je rejoins sur la partie éthique du collectif. En fait c'est d'être transparent comment l'IA va être utilisée au niveau des serres, au niveau de l'agriculture, au niveau de tout ce qui peut être autour. Et là c'est super important d'être transparent comme pour toute utilisation de l'intelligence artificielle. Donc le côté IA responsable aussi, c'est ça la responsabilité que tu connais bien. Allez, on va faire une petite partie un peu sur un peu le retour croisé, peut-être parce que on n'est pas dans le monde des bisounours, voilà, ça demande beaucoup d'énergie. Je me tourne vers Clémence. On dit souvent que l'intelligence artificielle est un outil, et pas une finalité. Vous avez posé des limites claires ici au CERF de Baudreville, ou est-ce que ça reste encore un peu flou ? Alors, les limites sont en train d'être posées, presque actées, dans le sens où on a tout à l'heure parlé d'écologie. Ici, c'est au quotidien, on fait très très attention à nos consommations électriques, eau, pour des questions budgétaires et et tout simplement pour être vertueux. Donc, sur l'IA, on s'est très rapidement posé la question de qu'est-ce que ça peut nous apporter, mais tout de suite mettre les garde-fous pour ne pas aller sur quelque chose qui ne soit pas en phase avec nos valeurs, puisque comme on est un collectif, il faut tout de suite poser le cadre avant l'utilisation. Donc là, c'est notre aide de coprésidente Alice qui connaît mieux le sujet, mais c'est ne pas dire non tout de suite parce qu'il ne faut jamais être obtus, mais avant toute chose, nous on pose toujours un cadre parce qu'il faut que le collectif soit dans un cadre pour pouvoir s'amuser. Alice, tu complètes ? Je valide complètement. C'est tout à fait l'idée. En plus, il se trouve, pour donner un point de
qu'actuellement on est en train de suivre 2 accompagnements parallèles. Déjà un DLA, donc un dispositif local d'accompagnement, mais également un autre dispositif Para+, c'est mieux. Et donc en fait, ça nous pousse un peu dans nos retranchements, ça nous oblige vraiment à réfléchir à vraiment quelle est la mission du lieu, quelle est la vision, quelles sont les valeurs. Et donc vraiment, on en profite justement pour tout mettre à plat. Surtout que, comme on en parlera peut-être plus tard, mais déjà par le passé, on a eu l'expérience de certains sujets qu'on n'avait pas suffisamment partagés avec l'ensemble des porteurs, et cette fois, on n'a plus envie de refaire l'erreur. Et à titre personnel, comment tu vis le fait de continuer à produire du contenu avec des outils IA tout en défendant des valeurs de sobriété numérique, écologique? Comment tu vis ça? Pas très bien, pour être honnête. J'essaye de faire au mieux, mais clairement, la contradiction, elle est là. Et c'est pour ça que je cherche, mais qu'au sein des SER, je cherche à trouver des compromis acceptables pour au moins essayer de cadrer, d'avoir que des usages qui vont être sobres, qui vont être ciblés et qui surtout vont toujours créer plus de valeur qu'ils n'en consomment. Donc je renie pas la culpabilité, je la cache pas sous le tapis, mais je veux pas juste faire comme si de rien n'était et on prend les problèmes à bras le corps et puis on essaye d'avoir un regard critique et une approche cohérente. J'aime beaucoup cette transparence. Merci à toi pour cette transparence. Charles, tu penses que la communication éthique, c'est encore possible dans un monde qu'on pourrait qualifier de AI first, ou est-ce qu'on doit revoir nos standards? Tu dirais quoi aux communicants? Je pense qu'il faut revoir les standards parce que la communication éthique, il y a 2 notions majeures que je vois aujourd'hui qui sont en train de sortir. La première, c'est la confiance. La communication, c'est un émetteur, un récepteur. L'émetteur va transmettre un message avec ses biais, mais en transparence. On voit avec les journaux, on sait qu'il y a des journaux qui ont une orientation politique parfois plus à gauche, plus à droite. Et quand je le lis et que j'en ai conscience, c'est transparent, du coup, moi, en tant que récepteur, je peux en avoir pleinement conscience. Et donc, il y a un rapport de confiance qui est mis en place. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui avec les IA. On le voit là actuellement sur Instagram, sur TikTok, il y a plein de vidéos générées par l'IA avec des vraies personnes qui sortent des blagues avec de l'humour parfois noir, parfois trash. On ne sait pas trop qui produit ça, dans quel but. Est-ce que ça peut nuire indirectement à des populations en fonction des blagues qui sont des traits d'humour. Pareil, voilà. Donc il y a un flou total entre émetteur et parfois aussi récepteur, parce qu'on ne sait pas trop à qui ça s'adresse ou à qui on voudrait intercepter. Et la deuxième chose importante qu'on voit et qui va de toute manière, qui a déjà commencé et qu'il faut qu'on voit nos standards, c'est sur l'aspect culturel au niveau de l'éthique. L'éthique en Europe et l'éthique aux États-Unis ne sont pas du tout les mêmes choses. On le voit sur les plateformes américaines type YouTube et Twitch. Il y a des mots, on ne peut pas les dire, sinon derrière, on est banni, bloqué. Et même sur des œuvres d'art, je repense notamment au tableau de l'origine du monde, forcément, le grand classique qui a été banni. Mais même sur des œuvres d'art classiques, on voit que du coup l'éthique va changer. Et avec l'IA, on se dit que ça va devenir exponentiel sur ces aspects-là. Donc il y a besoin de revoir ça, à la fois pour de la transparence, mais aussi de l'inclusion, parce qu'il y a un continent qu'on mésestime, qui est l'Afrique, qui aujourd'hui, pour l'instant, est un peu coupé de l'IA, parce que les IA américaines ou même européennes ont du mal à comprendre les dialectes africains. Il y a des initiatives très intéressantes qui sont en train de se mettre en place. Mais demain, si eux aussi, ils arrivent avec leur éthique culturelle, tout ça va se bousculer. Donc il y a un peu une guerre de soft power. Et donc si on veut pouvoir plus d'inclusion et pouvoir amener plus de monde dans ces choses-là et avoir une IA un peu éthique, il va falloir faire un gros travail sur les standards. Puis tu as ouvert un peu la boîte de Pandore, parce qu'on le voit, la Chine propose des modèles open source à l'Afrique, comme par hasard. Voilà, c'est aussi ça. Je me tourne vers toi, Nelly. Alors, tu n'es pas une experte de l'intelligence artificielle. Par contre, tu as la tête dans les étoiles et les pieds sur terre. Est-ce que tu penses que ces nouveaux outils vont te soulager, ou est-ce que tu ressens peut-être une sorte de pression un peu nouvelle, celle d'être peut-être encore plus productive? Comment tu vis ça? Moi, je me situerais un peu entre les deux. En gros, quand même, le poste de coordinateur au CERF, c'est quand même 100% de l'humain. Donc, il y a ça qui sera pas possible d'être remplacé par l'IA. Par contre, c'est vrai que toutes les tâches qui sont plus administratives ou un peu de gestion, plutôt ordinateur, c'est sûr que ça peut être, moi je le vois plutôt comme un usage très spécifique. Ça va être un vrai soulagement.
pour voilà, que ça soit un usage très spécifique et puis aussi voilà, une utilisation très occasionnelle sur lequel en fait je serais peut-être dans un mode un peu accompagné par l'IA, mais toujours avec ce regard de coordinatrice que j'aurais de bien cadrer les choses pour que ça résonne avec le lieu. Voilà. Donc je le perçois comme une aide ponctuelle vraiment et quand même peut-être à terme une montée en compétences que je vais devoir acquérir. Tu peux nous donner un exemple peut-être de ton premier usage, un usage qui te vient spontanément, que tu fais avec l'IA? Premier usage. Ouais. Oui, premier usage, vraiment, la première fois que je m'en suis servie, c'était au CERF, et c'était pour un post sur les réseaux sociaux, voilà, Facebook, Instagram, pour relayer un marché de producteurs et d'artisans qu'on avait fait. Et donc, essayer de trouver les bons mots, de bien formuler les choses, d'être quand même assez marquant. Voilà. Et donc, c'est vrai que ça a permis de lier quelques phrases, du coup, plutôt texte. Et puis quand même, moi, après, d'avoir une grosse relecture et vraiment d'affiner les choses, vraiment personnellement. Et qu'est-ce que tu as ressenti la première fois que tu as utilisé ces outils-là? Ton premier ressenti, c'était quoi? Ah, j'ai été impressionnée. Ouais, j'étais vraiment subjuguée de me dire « Waouh, l'ordinateur le fait presque mieux que moi ». Même si, bon, j'aurais pas dit ça comme ça. Je pense que là, c'était un petit peu trop... Donc après, j'ai compris que je pouvais lui dire « Essaye de me le dire un peu d'un ton plus soit sympathique, soit accessible. » Voilà, des petites... Donc tu as su amener ta patte. Alors, ok. Bon, je sais que tu dois nous quitter, malheureusement. En tout cas, mille merci d'être rendu présente jusqu'ici. On va continuer l'épisode et je voyais les mains qui se levaient. Charles et Alice ont des trucs à rajouter. Donc... Si tu dois y aller, on va te dire au revoir. Un grand merci à toi d'avoir participé. Charles, je te voyais lever la main. Tu avais envie de rebondir sur les propos de Nelly. Oui, tout à fait. Une question, Nelly. On parlait vis-à-vis de toi pour la machine. Est-ce que les gens avec qui vous êtes dans la serre seraient preneurs d'une IA ou d'une interface pour automatiser certaines choses plutôt que s'adresser à toi? Est-ce que tu penses comme ça intuitivement? Je crois qu'ils sont très heureux vraiment d'avoir une coordinatrice humaine devant eux. D'accord. Génial, bravo. Merci beaucoup d'être passé. Super. Alice, toi aussi, tu as levé la main quand Nelly s'est exprimée sur ces sujets-là. Qu'est-ce que tu voulais parce rajouter? qu'en fait, je me rappelais du premier souvenir sur ChatGPT et que justement, c'était l'année dernière, avant les vacances, où tu commençais à l'utiliser. Et pendant les vacances, j'en avais profité pour aller dans les paramètres pour personnaliser, donc dans ChatGPT, vraiment mettre tous les documents sur les serres, la manière dont je voulais capable. Et que quand tu étais revenu de vacances, ChatGPT qui te fait bonjour Nelly, comment il sait mon nom? Et c'était vraiment les tout débuts de l'utilisation de l'IA ici. Mais comment dire, quand tu parlais du fait que ici, tous les porteurs, ils auront toujours plus envie de parler à un humain, je suis complètement de ton avis, que plus il y a de tech, plus il faut d'humain. Mais par contre, quand on voit un truc comme les Louise, la monnaie qu'on est en train de mettre en place au sein des serres, il y a énormément d'automatisation et d'IA qui vont pouvoir permettre de le faire. Et là, ils seront très contents de ne plus avoir à tout faire à la main et que ça arrive tout fait dans un mail. Et elle nous a presque dit automation. C'était un peu ça. Christian, donc on voit bien que ça évolue. Alice nous parlait effectivement de la monnaie, tu l'as appelée comment? Les Louise. Les Louise, voilà, les Louise. Dans un lieu comme celui-ci, toi avec ton regard, ton métier, tes savoir-faire, tu surveilles quoi? Les outils qu'ils utilisent, la transparence, l'hébergement des données. Il y a des angles morts, tu vois quoi ça comment? Ici, je surveillerai tout. Tu peux la refaire parce que j'ai coupé le micro. Bien ici, je surveillerai tout, absolument tout. Et pas que les machines, mais aussi donc, les humains. Et pas seulement au niveau de la protection des données, on en a parlé, donc la transparence c'est important, mais pas seulement la protection, mais aussi la sécurité. Parce qu'on parle beaucoup d'outils, il y a plusieurs outils, mais il faut aussi qu'ils soient disponibles. Et c'est vrai qu'on se rend dépendant d'un outil, soit pour gérer une monnaie, soit pour gérer l'activité, il faut que cet outil soit dépendant. Donc là, il faut mesurer, il faut évaluer. Et si jamais l'outil n'est plus disponible pendant 10 minutes, 1 heure, une journée, une semaine, que fait-on en fait? Donc il faut toujours avoir une petite parade. Et donc, au niveau des outils, on parle aussi de réseau. Donc là, on rejoint mon métier. L'importance du réseau. Il y a besoin du réseau pour fonctionner. S'il n'y a pas de réseau, il n'y a plus de machine, il n'y a plus rien, ça ne fonctionne plus. Il n'y a pas que le réseau télécom, mais aussi le réseau d'énergie. Donc, il y a tout ça aussi à surveiller, à être sûr, à trouver une parade. Que fait-on si ça ne fonctionne plus?
évaluer en fait les incidences qu'il peut y avoir donc, sur le fonctionnement, sur le public, sur le fonctionnement du collectif, sur la serre. Donc ma petite alerte, c'est de ne pas être dépendant des machines. Et là, j'ai entendu, donc je suis heureux de l'avoir entendu, il y aura toujours une humaine qui sera là justement pour gérer, parce qu'il y aura toujours ses antécédents à gérer. Le savoir-faire, et là, la machine, elle ne pourra pas tout faire. Et ce que je trouve intéressant dans ce que tu viens de nous dire, c'est finalement ça soulève aussi le voile de l'antifragilité. C'est-à-dire qu'on voit Clémence, Alice, Nelly avancent, poussent, ça se joue à l'énergie, construisent un écosystème, une dynamique, une sorte de pelote en fait, de ce que j'ai compris. Et toi tu dis, réfléchissez aussi à être antifragile, à enlever des critères de dépendance, d'autres sujets. Ça veut dire que c'est l'antifragilité puissance 2 que vous devez faire. Alice, comment tu réagis à ça ? Oui, complètement. Là, on n'est plus des fois dans le système B, on est dans le système C, D ou E. Et c'est vrai que ça m'a fait penser, quand tu disais ça, une expérience rien que, qui a déjà quelques années, où en entreprise, je me suis retrouvée, et là, panne d'électricité. On s'est tous regardés entre collègues. Je vais nettoyer un peu mon bureau, je vais faire mes dossiers. Enfin, déjà, et comment dire, heureusement, il y avait les smartphones qui nous permettaient déjà de. Et donc, on a absolument besoin d'un réseau. Après, comment dire, il y a la théorie et la pratique. J'entends complètement ton discours de ne pas être dépendant d'une des solutions technologiques, N'empêche que si demain il n'y a plus Google Workspace ou qu'il n'y a plus certains trucs, on va se regarder un peu comme des poules qu'on trouve un couteau. Et dans une serre, ça donne un truc hyper spécial. Ok. Mais tu penses, Alice, qu'on peut vraiment rendre l'IA peut-être un peu plus responsable ? On est condamné un peu à vivre avec les paradoxes, justement, entre ces nouvelles technologies qui sont très consommatrices. Ce qu'on nous dit, parce que les experts, on n'arrive pas à se mettre d'accord sur la mesure. On sait que c'est consommateur, mais on n'arrive pas à mesurer vraiment le sujet. Mais dans l'autre sens, on pourrait dire qu'il y a beaucoup d'inclusion aussi. Ça aide des lieux comme ceci. Comment on vit avec ces paradoxes ? On est condamné à vivre avec Je pense qu'on est un peu condamné à vivre avec et à trouver les meilleurs compromis, comme je disais tout à l'heure. Ici, on va pas idéaliser l'outil, mais on voit bien concrètement le potentiel qu'il peut nous apporter dans notre contexte. Donc, il faut juste apprendre à l'utiliser vraiment toujours avec intention. Comme je disais tout à l'heure, que ça apporte plus de bienfaits que ça n'a d'inconvénients. Ou un peu, je pensais à une image, c'est un petit peu comme pour l'eau, qui va être hyper précieuse, qui va être limitée et qu'on ne va pas utiliser n'importe comment. Faut qu'on essaye d'avoir un peu ces usages éthiques et responsables et qu'on utilise les techs et même l'IA avec conscience et parcimonie. Dans un monde parfait. Dans un monde parfait. C'est pour ça qu'on a tenté de faire un manifeste. Ah, alors on va en parler de ça. Clémence, Alice, vous êtes dans un collectif. Est-ce que ce dilemme IA et écologie, ça a déjà créé des frictions ? Vous en avez discuté avec les autres personnes qui sont présentes au CERF de Baudreville ? Il y a eu des débats sur le sujet, ou vous avez eu des débats l'une et l'autre là-dessus ? Alors, c'est forcément arrivé ce qu'on appelle dans une réunion de collégiale. Donc, il y a Audrey avec nous en plus en collégiale. Donc, c'est Alice qui a amené le sujet parce que c'est forcément, Et c'est elle qui est la plus pointue sur le sujet. Donc, elle nous a présenté le sujet. Et je pense qu'il est ressorti de Audrey et de moi, c'est que, effectivement, on ne peut pas aller contre la marche du monde. Mais par contre, on peut dire attention, vigilance, quelles sont nos valeurs et faut que ça respecte forcément nos valeurs, donc forcément avec comme parcimonie, c'est le bon mot, et c'est si on n'a pas le choix de faire autrement ou si ça peut nous aider à faire mieux, ou oui on y va. Donc là, à l'heure actuelle, c'est à l'échelle validée de la collégiale et donc notre coordinatrice, et à la prochaine réunion, ce qu'on appelle des actifs, ce sera forcément à l'ordre du jour et donc soumis à tous les actifs ici au sein des CERF. Donc le débat n'est pas encore soulevé. On sait déjà qu'ici, au sein des actifs, il y a ceux qui sont déjà pro-IA et qui ont déjà automatisé des choses. Je pense qu'il y aura des actifs pour qui ce sera plus douloureux. La question, c'est de le présenter, la manière dont, quels outils on va les utiliser, la manière dont on va les utiliser, d'être pédagogue et de répondre au maximum de questions et entendre, potentiellement les critiques ou voilà. Alice, tu penses justement il y aura forcément des tensions, c'est très humain de toute façon. Qu'est-ce qui pourra vous mettre tous d'accord en fait ? Déjà,
sans refaire toute la généalogie des CER, il y a eu plusieurs mini-générations de porteurs de projets qui sont arrivés au CER avec des profils, des attentes, des visions, des sensibilités différentes sur divers sujets. Donc c'est déjà arrivé d'avoir des frictions par le passé, d'avoir une vision différente sur le positionnement du lieu, notamment sur la dimension culturelle, sur la dimension écologique. Donc là, on a l'expérience. Et cette fois-ci, on a eu envie un peu d'être proactive et d'anticiper et de ne pas attendre le conflit. Et donc, quand j'ai commencé à m'intéresser de plus en plus à tout ça, j'ai justement proposé un petit peu qu'on pose un cadre dès maintenant. Et dans le cadre des accompagnements dont je parlais tout à l'heure de DLA et A+, c'est mieux, on pose tout noir sur blanc. Et dans le cadre de cet accompagnement, on va le soumettre à tous les actifs pour vraiment qu'on soit sûr de partager vraiment les mêmes valeurs, les mêmes envies, qu'on construise une ligne claire. Super. Moi j'ai l'impression à vous entendre, finalement, qu'on n'a pas beaucoup parlé de l'outil, en fait. Il est là, mais en fait, on n'en a pas parlé beaucoup dans le détail. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai l'impression que c'est plus le projet qui tire tout. Et en même temps, je me dis, on n'entend pas beaucoup parler des personnes comme vous sur ces sujets d'IA. On entend... ça crame beaucoup de carbone, ou c'est super, on a deux volets, les fanatiques de l'IA et les contre l'IA ou inversement. Est-ce que vous pouvez ici inventer finalement un nouvel axe qui est peut-être un responsable, d'une IA responsable, d'être militant sur le sujet? Vous allez faire des petits? Je sais pas. Après, c'est vrai que même dans le cadre du consortium auquel on appartient, on essaye d'être un petit peu très modestement moteur et exemple, mais alors, on n'a pas l'objectif, on n'est pas particulièrement militant, on n'a même pas particulièrement, on pense pas avoir particulièrement créé quelque chose. Je pense que beaucoup d'organisations, quelles qu'elles soient, se sont retrouvées à mettre en place des choses comme ça. Après, si on est dans les premiers, tant mieux. Si on peut aussi être un exemple pour d'autres tiers-lieux qui suivront notre exemple, ce serait bien également. Super. Alors, tu nous as montré tout à l'heure, alors vous qui nous écoutez sur ce podcast, vous ne l'avez pas encore vu, tu nous as montré une feuille A4 avec dessus un manifeste. Est-ce que tu peux nous en parler? Yes. C'est une idée, je crois, qui a germé. Il y a combien de temps? Qui a germé il y a 1 an, mais qui est beaucoup plus récent que ça concrètement. Qu'est-ce qu'on y trouve dans ce manifeste? Vous avez mis quoi noir sur blanc? Alors, comme on disait un petit peu tout à l'heure, on avait besoin un petit peu de poser un cadre, parce que déjà les pratiques digitales, ça peut évoluer, des fois par manque de temps, par habitude, par effet de mode, etc. Donc dans ce manifeste, là, on pose vraiment nos règles, et déjà, on affirme un peu notre position dès le début, à savoir que le digital, au-delà même de l'IA, on ne veut pas que ce soit une fin en soi, on veut que ce soit vraiment toujours un levier qui soit choisi pour son utilité. Et donc le manifeste, je ne vais pas ceux qui veulent pourront le consulter, on peut peut-être le mettre même en pièce. Mais... On mettra un lien dans les notes de l'épisode, tu donneras le lien pour que les gens puissent venir mais voir. Sans rentrer dans le détail, on a mis vraiment que des choses très très concrètes. Le but, c'était pas de faire un yaka faucon, des théories qu'on a du mal à suivre. Donc c'était vraiment, par exemple, de pas déléguer nos décisions à l'IA, d'éviter les images et surtout les vidéos générées, sauf si c'est vraiment indispensable, de préférer des outils français ou open source quand c'est possible, de faire le ménage de nos données, d'entretenir notre matériel, mais vraiment c'était posé. On a aussi listé tous les outils qu'on utilisait, on a dit que d'autres outils pourraient se rajouter à la liste, et si on regarde la dernière ligne de notre manifeste, c'est marqué « Nous ne visons pas la perfection mais le progrès, nous assumons nos contradictions tout en les travaillant avec lucidité ». Christian, comment tu réagis par rapport à ces éléments, cette charte, cette sorte peut-être de début de gouvernance qu'ils ont mis en place ici au CER de Bonneville? Comment tu vois les choses? Toi qui as un œil un peu affûté sur ce qui peut se passer plutôt dans des grandes entreprises, ton premier retour là, tu vois ça comment? Écoute, moi je suis ravi de voir qu'il y a un manifeste, donc ça c'est génial. C'est vraiment de la base, où tout le monde va pouvoir s'y référer et puis donc continuer. Et c'est vrai qu'après, au niveau de gouvernance, justement, tu cites bien le bon terme, c'est vrai qu'après, l'étape d'après qui va arriver, c'est vraiment de mettre des modes opératoires, le qui fait quoi, le comment on fait.
Donc, comment on l'utilise, mettre des guidelines, en fait, pratiquement, exactement, donc le cas de la vidéo, etc., pour le son, pour tout ce qui est création et utilisation de l'IA, et pas que, pour tout ce qui est assistance avec l'IA. Et puis ensuite, du coup, je reviens sur la sécurité, donc la gestion des risques. Si ça ne fonctionne pas, comment je fais? Si telle personne n'est pas là, est-ce que je suis bloqué pendant une semaine de congé ou pour autre événement? Donc tout ça donc, à écrire, vraiment dans la gouvernance, en fait, point par point, comment on fait. Et peut-être faire des simulations de gestion de crise. Donc là, je vais peut-être un peu loin, parce que ça, on fait ça en entreprise. Mais ça peut aider, tout simplement. Il y a beaucoup d'événements, j'ai vu ici, qui étaient organisés chaque semaine. Donc je crois que j'ai entendu par Google, c'est organisé avec les agendas et tout, si jamais on n'a plus accès. Que fait-on? Donc, je suppose que c'est imprimé quelque part, c'est noté sur un cahier. Voilà. Donc, il y a déjà, donc ça, c'est une partie de la gestion de crise, tout simplement, que j'évoquais tout à l'heure. Donc, ça, c'est des bonnes pratiques. Donc, de l'écrire, parce que du coup, tout le monde s'y réfère, puis on sait où aller, qui appeler, si jamais il y a un petit incident, une petite perturbation qui arrive à cause de l'IA, parce que l'IA peut aussi halluciner, dire n'importe quoi. Donc, du coup, c'est ça. En tout cas, le manifeste, c'est un très bon départ, et j'approuve, c'est excellent. C'est une très bonne pratique. Bravo, je trouve ça super. Allez, Charles, est-ce que selon toi, on peut faire une communication plus juste, plus sobre, plus slow avec une IA comme allié? Si oui, comment? Tu vois ça comment, homme de communication que tu es? Je pense qu'il va y avoir de plus en plus une tendance. On est arrivé au haut de la hype par rapport au format TikTok, c'est-à-dire des formats ultra courts. Si on en regarde 10, je suis pas sûr qu'on soit capable de redire 5 vidéos sur 10. C'est-à-dire, à force de scroller, on retient rien, on n'impacte pas. Donc, en fait, pour un communicant, c'est hyper frustrant. Et pour la personne qui regarde, c'est du jus de cerveau en moins et du temps perdu, finalement, à pas grand-chose. Donc, oui, en fait, l'IA va nous aider indirectement à faire des formats plus longs, où il va falloir capter l'attention plus longtemps. Et on le voit sur YouTube, aujourd'hui, qui est l'une des... Je crois que ça se bataille avec Apple, on en parlait tout à l'heure avec Alice, sur les podcasts. Ils retrouvent une nouvelle vie sur YouTube où il y a énormément de youtubeurs qui même mettent les extraits parce qu'en plus c'est filmé et on voit que c'est des extraits qui durent 30-40 minutes. On n'est pas sur les vidéos de 10 secondes de TikTok. Et le fait de travailler avec une IA sur des formats plus longs, ça va demander beaucoup moins d'énergie et moins de temps et un temps de préparation un peu plus réduit. Ce qui veut dire qu'on va pouvoir se concentrer sur plus de fond et moins de forme, puisque paradoxalement TikTok est arrivé sur le marché en faisant des vidéos qui n'étaient pas esthétiquement belles, mais qui parlaient, qui engageaient énormément. Et on voit que sur YouTube, aujourd'hui, il y a un effort un peu moindre sur des créateurs de contenu, on va dire, milieu de gamme, pas sur les très hauts, Squeezie et autres, qui restent sur des très bons niveaux, voire parfois un peu moins, parce qu'ils font juste des replays de leur live Twitch. C'est juste une caméra, ils parlent d'une caméra, il n'y a pas d'histoire, il n'y a rien du tout. Donc c'est intéressant de se dire que l'IA, en fait, ne va pas aider à démultiplier les contenus, mais au contraire, va s'attacher à pouvoir faire en sorte de relancer plus facilement des contenus qui sont sur des longues durées, et ce qui, en fait, paradoxalement, va être à la fois l'allié et en même temps, à un moment donné, saturer le marché des formats longs, où on va avoir l'impression de revoir tout le temps la même chose avec juste des personnes différentes autour de la table. Pareil, ça va venir par cycle, comme d'habitude. Mais l'IA peut être un formidable allié là-dessus pour aller retourner sur des formats plus longs et qui vont engager beaucoup plus. Et comment tu réagis ici au CERF de Baudreville, avec le tour qu'on a fait avant d'enregistrer l'épisode, j'ai senti qu'il y avait un mot qui m'est venu, c'est vrai. V-R-A-I. Cette réalité, c'est-à-dire que c'est très riche, c'est très vrai, c'est très humain. On est très très loin des deepfakes, de tout ce qu'on peut avoir avec de la techno. Bien au contraire, c'est une force. Tu vois ça comment ici? Ce potentiel qu'ils ont entre les mains là. Il est d'autant plus puissant qu'en fait, on ne reste pas dans le virtuel. C'est-à-dire que ces gens que je vois sur mes réseaux, je peux les voir en vrai, je peux leur serrer la main. Et il y a une double notation dans le vrai. Il y a le vrai à la fois... oui, ce sont vraiment les gens que je vois en ligne et puis du coup, je les recroise ici. C'est vraiment agréable parce que j'ai une continuité dans mon expérience. Et on est dans le vrai parce qu'on n'est pas en train d'essayer de vendre des choses immatérielles, comme on le voyait sur des live TikTok qu'on fait, où il y a des roses, des bonbons, enfin, on ne comprend pas trop ce qui se passe. Ici, on est dans le vrai dans le sens où il y a des plantes, il y a des œuvres d'art, il y a des ateliers, il y a de la connaissance qui est partagée, il y a tout cet apprentissage-là. Et ce qui est d'autant plus intéressant, on parlait du slow avec le vrai, c'est qu'en plus, ils n'ont pas besoin d'aller refaire plus de bruit au milieu de tout le bruit, parce qu'aujourd'hui, c'est un peu ça les réseaux, c'est beaucoup de bruit. Ce qu'ils ont juste besoin, c'est de trouver le bon moment, et ils savent que derrière, ils vont pouvoir le transformer dans la réalité.
et qu'en transformant dans la réalité, les gens vont être d'autant plus attentifs à chaque fois que va y avoir une communication liée au cerf. Ouais, je le perçois comme ça. Je me dis, c'est pas pour faire du fake. En fait, c'est pour leur donner un peu plus d'oxygène sur leur cœur de métier, Alice. Ouais, complètement, je partage ce qui a été dit. Après, c'est vrai que nous, si on pouvait faire quand même un petit peu plus de bruit qu'actuellement, j'avoue, ce serait pas mal. Parce qu'il y a le vrai slow, c'est quand on reste maître du rythme, du message, de l'intention. Donc, quand on communique avec parcimonie, comme on disait tout à l'heure, mais de manière choisie. Et c'est pas notre cas. Nous, on sent la spécialiste du slow. Il va falloir qu'elle se mette au tam-tam. Et nous, clairement, on communique pas suffisamment, mais par manque de temps homme, par manque de budget aussi. Mais par contre, de maîtriser ces outils, et typiquement l'IA, ça va pas nous transformer en créateurs de contenu. On va pas se mettre à faire du contenu pour du contenu. Si on utilise l'IA, c'est pour aller vers plus d'efficacité, pour justement générer des gains de temps sur certains sujets pour pouvoir les allouer à d'autres sujets bien humains aussi importants et gagner encore en qualité. Donc c'est pas pour alimenter la machine à contenu ou pour accélérer pour accélérer quoi. Allez, petit tour de table. La question un peu la colle. Là. Si vous deviez définir en une phrase ce qu'est une bonne pratique écologique de l'IA, ici, là, dans ce lieu, ça serait quoi, Clémence ? Si c'est la meilleure solution, c'est l'IA. S'il y a une solution humaine, certes qui demandera un peu plus de temps, c'est pas grave, je pense qu'on choisira la solution humaine. Ça, c'est plutôt bon. Moi, j'aime bien. C'est une bonne pratique écologique de l'IA, c'est savoir faire des choix. Christian, je te vois dire waouh, elle a mis la barre super haut, notre amie Clémence. Ouais, très haute la barre. Oui. Une fois qu'on a dit ça, toi tu dis quoi ? Une bonne pratique écologique de l'IA. Ah ben oui, c'est une colle. Hein. Ah, c'est une vraie colle, dis donc. Je vais fuiter, je vais dire ce que je dis un peu partout pour tout usage de l'intelligence artificielle. Si jamais je peux gagner du temps et me faciliter la vie sur des tâches qui sont rébarbatives, je pourrais faire autre chose, plus intelligente, on va dire, j'utilise le mot intelligent, dans la gestion de ressources, ses propres ressources. Dans ce cas, on utilise l'IA. Si jamais ça ne me sert pas, c'est juste pour faire du divertissement, du waouh, parce que c'est à la mode, c'est pas la peine. Alors, Nelly qui devait nous quitter, mais qui n'a pas voulu nous quitter parce qu'elle est trop bien ici. Ça lui apprendra. Je vais lui poser la question en une phrase. Une bonne pratique écologique de l'IA, tu dirais quoi, Nelly ? Pour moi, c'est une pratique sobre et spécifique qui fait plaisir sur des usages très spécifiques et qui se révèlent être ponctuels. Ok. Charles ? Avant de vouloir chercher sur une IA, déjà chercher sur un moteur de recherche classique, parce que l'impact écologique sur une recherche sur un LLM est beaucoup plus forte que sur Google, et on se rend compte qu'énormément de recherches, d'ailleurs, à un moment donné, là, il y a quelques mois, Google commençait à être dépassé par ChatGPT en termes de nombre de requêtes, et là, c'est en train de revenir un peu à la baisse. Que les gens, il y a une petite baisse, je vois Alice qui hoche la tête, il y a une petite baisse, je ne te dis pas qu'ils sont en dessous, et parce qu'en fait les gens se rendent compte que, c'est pas parce que c'est l'IA que c'est vrai, et deux, quand ils prennent conscience de la grosse différence entre une recherche sur Google, par exemple, un moteur de recherche, et une recherche sur ChatGPT, et qu'ils voient l'impact que ça a dans l'environnement, ils prennent conscience que finalement savoir faire de la recherche méthodologique, ça peut être parfois plus intéressant, et pour eux en termes de réflexion et de véracité, et pour la planète, en termes de sauvegarde. Alice, même question. Alors, même question. Une bonne pratique, c'est chaque fois que les bénéfices nets, ils sont supérieurs aux impacts négatifs. Et comment tu calcules ça ? Tu regardes les impacts, les bénéfices déjà humains, les bénéfices financiers, les bénéfices environnementaux. Si, par exemple, une IA peut gagner 4 heures de temps à Nelly qui va justement pouvoir s'occuper d'un porteur de projet, etc., il y a eu un vrai gain de 4 heures de Nelly, on ne peut pas le créer comme ça. Donc, s'il y a vraiment une balance, on regarde les bénéfices, on regarde les impacts, et si c'est supérieur, ça gagne. Et ça, vous l'avez mis dans votre pacte, dans votre manifeste ? Oui. Ouais. C'est quoi la phrase ? Je ne sais plus comment on l'a formulé.
Nous refusons autant que possible des services numériques incompatibles avec nos valeurs. Nous privilégions la communication directe, locale et incarnée. Partageons nos pratiques. Comme je disais, pas la perfection, mais le progrès. On va l'avoir mis dans... Par exemple, tu pourras couper. C'est juste pour te donner un exemple sur les usages graphiques. Par exemple, sur les vidéos générées, on a marqué « sauf si indiscutablement utile pour la compréhension ou l'illustration d'un propos ». Donc, à chaque fois, on a déterminé dans quel cas on allait utiliser l'IA ou pas. Ok, ça le fait. Ça le fait. Bon, on va faire du montage, je pense. Connected Mate. Allez, on passe à la dernière partie de cet épisode du podcast enregistré ici en direct des Serres de Baudreville. On va parler un peu des futurs possibles. On fait quoi maintenant ? Christian, toi, tu travailles sur les sujets de régulation. Comment on imagine un futur où l'IA et l'éthique cohabitent sans s'annuler ? Tu vois ça comment ? Ah, c'est pas facile, ça se met en place progressivement. Et il y a un mot-clé que je redis souvent, c'est le dialogue. Il faut à tout prix qu'il y ait un dialogue, qu'il y ait un échange entre chaque partie prenante, donc les humains, mais aussi les machines. Donc, c'est vrai que c'est un chemin, et c'est un chemin qui est vivant. C'est pas, donc je peux reprendre l'exemple du manifeste, c'est vrai qu'il est daté d'aujourd'hui, hop, il est fait. Peut-être que dans un an, il faudra peut-être revoir et adapter. Les machines, c'est pareil, donc l'IA évolue, on le voit très, très bien, tous les jours, ça va très 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 vite. Et c'est vrai que c'est un équilibre à trouver, et c'est une course. Alors c'est pas une course, c'est le gagnant, c'est l'humain qui arrive en premier, la machine qui arrive en premier. C'est tous les deux, on doit arriver ensemble, et travailler ensemble. Et c'est un équilibre qu'il faut trouver. Il est fortiche, hein. Il est fortiche. Je pensais l'avoir piégé, mais en fait, non. Il est très, très fort. Voilà, il a bien réussi. Clémence et Alice, allez, un peu de prospective. Allez, l'IA, ici, au Cercle de Baudreville, dans 2, 3, 4 ans. Clémence, tu vois ça comment ? Un outil d'appoint, on l'aura jeté, on s'en servira tous les jours Alors, on l'aura jeté, je ne pense pas, non. Je pense que si on parle dans 3-4 ans, on ne répondra pas de la même manière, mais j'espère que ce sera toujours ponctuel. Les besoins de l'association aussi, je l'espère, ne seront pas les mêmes que ceux d'aujourd'hui, parce que je l'espère, elle aura évolué dans le bon sens. Mais j'espère que ça restera de manière ponctuelle et sans doute plus pointue que ce qu'on envisage aujourd'hui. Alice ? Tu utilises beaucoup le mot ponctuel que Nelly a utilisé tout à l'heure, et c'est vrai que ça me perturbe un peu. C'est plutôt, autant je vois un usage thématique, mais je vois un usage franchement grandissant. Après, bien malin et bien maline, celui qui saura dire ce que sera l'IA dans rien que 2 ou 3 ans, ce qui est des décennies à l'échelle de l'IA. Quand on voit qu'on parle d'IA générale peut-être pour 2030, enfin ça va. Qui peut dire ce qu'on fera vraiment ? Par contre, on peut déjà plus considérer, je pense, l'IA comme un simple outil. Ça devient vraiment une couche sous-jacente de plus en plus. Et je pense qu'en fait, ce sera un usage qui sera peut-être, tout en étant très transparent, pas camouflé, mais qui ne sera plus conscientisé de la part des personnes. Parce que quand automatiquement, tu auras ton IA qui t'aura fait ton compte-rendu d'Héloïse et que tu sauras quel porteur de projet a fait combien de... Et donc, en fait, bon, sans rentrer dans les détails techniques, mais on sent qu'il y a eu pas mal de conversations entre vous et que on n'en est qu'au début. Voilà. Donc on espère quand même que ça restera un accélérateur, même si c'est plus qu'un outil, un soutien, mais qu'on continuera d'utiliser avec lucidité. Alors, je vous ai pas posé la bonne question en fait. Moi, je vous ai demandé de faire un peu les Madame Irma en disant l'IA dans 2-3 ans. Je vais inverser la question. Dans 2-3 ans, ici, au Cercle de Baudreville, c'est devenu quoi face à un monde où l'IA sera partout ? Cet endroit ultra vrai, pour vous, ça deviendra quoi ? Alors, pour le coup, là, c'est l'artisan du végétal. J'espère que ça restera, pour le coup, un endroit très ancré. Parce que, donc, on parle d'agriculturel, on parle de la terre. Et ce qu'on n'a peut-être pas dit tout à l'heure, c'est quand même qu'on a des artistes qui sont aussi ancrés quand même vraiment avec les matières naturelles. Et là, pour le coup, c'est quelque chose de vraiment au cœur de tous les porteurs de projets. Donc, pour le coup, j'espère qu'on sera toujours ancré dans le vrai, dans la matière, et ce qui n'occulte pas le fait d'être dans la matière, d'être dans la réalité de l'époque. Donc j'espère qu'on sera toujours pluriel, voilà, que la part agricole et culturelle
telle qu'elle est définie aujourd'hui, mais peut-être aussi qu'elle sera redéfinie d'ici là, qu'on sera toujours ancré dans le vrai, c'est-à-dire dans le sol, dans le vivant, respectueux et encore plus pionnier sur ce qui est vertueux pour ce qui est agricole et culturel. Et donc effectivement, sans doute l'IA, ce sera un moyen de nous tourner vers l'extérieur et de présenter notre projet pour nous consacrer à un projet pluriel qui soit tourné vers le vivant. Alice ? Je partage complètement. Plus de tech pour plus d'humains. Ah, voilà, c'était presque un peu la punchline. Si je devais finir cet épisode du podcast avec finalement le mot de la fin de chacun, ce que vous retirez de cette conversation, ça peut être un doute, ça peut être une idée, ça peut être un défi, ça peut être une envie. Christian, tu retiens quoi de cet échange ? Je retiens la richesse humaine, en fait, qui amène ça. Je vais reprendre ce qu'avait dit Charles tout à l'heure. On fait des recherches avec Google. Là, pour savoir ce qui se passait dans une serre, j'aurais pu demander à Google, prendre des photos, demander à une IA. Ce qui se passe dans une IA, dans une serre, etc. Comment on fait pour cultiver la culture, tout ça, tout ce qui est culturel. C'est vrai qu'IA m'aurait donné une version. Et là, j'ai la chance, donc je vous remercie, en plus, d'avoir vu ça pour de vrai, avec des vraies personnes, de la vraie culture, de la vraie art. Donc c'est vrai que voilà, c'est cette richesse humaine que je retiens. Ok. Charles, de ton côté, tu retiens quoi ? C'est assez similaire à ce que dit Christian, c'est qu'on aurait pu effectivement faire une recherche et on savait qu'on allait avoir les mêmes réponses que celles qu'on a eues en visitant la serre. La différence, c'est qu'on ne les a pas eues de la même manière. C'est-à-dire qu'on savait qu'on allait voir les infos, mais on ne s'attendait pas à la manière de les recevoir. Et là, en visitant, en se baladant, en étant, comme tu dis, ancré dans le vrai, en comprenant que, tiens, oui, là, en fait, là, normalement, vous ne le voyez pas, mais d'habitude, il y a plein de plantes sur la table, et en fait, ça fait un carton, il y a eu plein de ventes. Du coup, là, il y en a un petit peu moins, et puis là, il y a des artistes. Et en fait, chaque lieu a une histoire qui se fait et qui se crée au fur et à mesure et qui vient enrichir tout le patrimoine immatériel de la serre. Et donc, ce que je dois retenir, c'est que je pense que les expériences du vrai, c'est-à-dire que vont nous permettre de nous sortir un peu plus des écrans pour justement aller côtoyer ce qu'on n'arrête pas de voir depuis un moment sur les écrans. Okay, moi, de mon point de vue, je retiens, j'ai parlé beaucoup de vrai, je retiens beaucoup d'authenticité, et je trouve qu'à l'ère de ces IA, c'est juste un cadeau d'avoir des gens aussi authentiques, avoir un lieu aussi authentique. On a eu la chance d'avoir une visite vraiment faite par la passion, je pense, de Nelly, de Clémence, de Alice, qui nous ont amené voir les uns les autres, les projets, les cabanes, les bureaux, les endroits où chacun plante ses tables, etc. Super. Peut-être pour finir, la question, je vais la poser à Clémence et à Alice. Qu'est-ce que vous retirez de l'échange qu'on a eu tous ensemble pendant ce podcast ? Clémence. Alors, je dirais de la potentialité et encore et toujours de cultiver notre singularité. Super clair, ça, c'est bon, c'est très aspirationnel. Alice, elle est sympa ta coprésidente, elle met la patate. Hein. Gros level. Pensez à Audrey qui est la 3e du trio, mais ouais, super équipe. Je retiens déjà le plaisir de vous avoir eu ici, la richesse des échanges, les conseils notamment de sécurité aussi de Christian qui me continue. Il y a eu des petites phrases qui m'ont laissé des petits cailloux qui me donnent envie d'aller y repenser plus tard. Mais si on devait retirer quelque chose de la conversation et peut-être pour le partager aussi à tous ceux qui vont écouter cet épisode, dire aussi que voilà, qu'on soit une organisation, une entreprise, une association, on peut justement décider de son positionnement, de ses valeurs et naviguer un peu entre cette complexité, la lucidité, la dissonance dont on parlait tout à l'heure, mais sans renoncer à ses convictions ni à la curiosité. Merci beaucoup à vous tous, c'était génial. Moi je retiens aussi qu'il y a ce dilemme, il y a écologie qui était le thème de cet épisode de podcast, et merci Alice de nous avoir offert cette perche là pour pouvoir traiter le sujet. Ici, on voit que c'est pas une question abstraite pour des PowerPoint, c'est du très concret. J'ai senti aussi qu'il y avait eu des échanges, et il y a des échanges, et il y a des débats, et bravo pour ce manifeste qui
permet de poser de façon très simple quelques règles partagées et partageables à tous, je l'espère. Et puis, comme le disait si bien Christian, c'est une première version, ça évoluera, ça suivra aussi finalement l'avis de ce lieu et puis en fonction de ce que la technologie peut amener. Donc bravo au CERF de Baudreville, bravo à toute l'équipe, je trouve, pour ces usages qui sont, je trouve, très raisonnés de l'intelligence artificielle, mais dans le sens raisonné, réfléchi et pensé et débattu et échangé. Je pense que vous avez fait le bon choix et je trouve que c'est plutôt exemplaire. Finalement, vous tirez le meilleur parti de la techno sans perdre votre âme, sans jamais perdre votre âme et votre cœur finalement de ce qui vous fait vivre et qui met l'énergie. Donc merci à vous tous, à vous toutes les trois. Merci à Christian et Charles d'avoir été là. Merci pour cette transparence. Je pense avoir aussi partagé peut-être vos doutes parce que le monde n'est pas parfait et voilà. Il y a les tensions, vous les assumez, c'est très bien. Merci à vous qui avez écouté cet épisode de Connected Made jusqu'ici. On se retrouve très très vite pour un prochain épisode et d'ici là, vous n'oubliez pas, vous vous abonnez sur votre plateforme de balado-diffusion préférée, Apple Podcasts, Spotify, Deezer. Et puis on est sur YouTube aussi, en audio ce coup-là, mais la prochaine fois on fera un reportage vidéo, c'est promis. youtube.com et vous tapez Connected Mate, vous abonnez, mettez la cloche et tout ce qui va et ça sera la grande fête. À très bientôt. Ciao. Merci beaucoup. Ciao. Connected Mate.